Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui aurait dû voir le jour fin novembre, mais en fait on est mi-janvier et je suis méga à la bourre, donc on va rattraper tout ce retard. Aujourd'hui on va parler point lecture avec le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai terminé début janvier, je suis très en retard sur mes challenges, mais c'est pas grave. Le principal c'est de parler de ces livres qu'on a aimés ou qu'on a un petit peu moins aimés. Aujourd'hui, j'ai 6 livres à vous présenter, des livres que j'ai donc lus dans le cadre du challenge. Je vais vous expliquer aussi dans quelle catégorie je les avais placés. Et il me hâte d'en parler puisqu'il y en a 3 qui ont été d'excellentes lectures et les 3 autres qui ont été plutôt de bonnes lectures. Écoutez, on va commencer tout de suite. Derrière moi, vous voyez mes petits livres que je suis en train de lire en ce moment. Il s'agit de Confiteor, de Raume Cabré et de Vivre d'Elisabeth Révol. Alors écoutez, on va parler tout de suite du Pumpkin Autumn. On va commencer sans tarder. Dans la catégorie, que je retrouve ma catégorie, Les supplices de la Belladone, il fallait lire un livre avec une couverture noire. J'ai donc jeté mon dévolu sur Circé de Madeline Miller. Alors ici je l'ai aux éditions Pocket. Madeline Miller est déjà connue pour avoir écrit Le Chant d'Achille, un roman qui parle du mythe d'Achille. Ici, dans Circé, son deuxième roman, on va revenir sur une divinité, une femme, une sorcière, qui a été châtiée du royaume des cieux par son père, Hélios, pour avoir en fait fricoté et aidé des humains. Et elle va donc être chassée sur une île déserte, où elle va passer une grande partie de sa vie, seule, voilà, livrée à elle-même. Elle va donc apprendre à survivre, à manger, à chasser, à vivre en harmonie avec la nature, avec les animaux, et elle va développer très vite tous ses talents de sorcière qui vont s'avérer très rapidement redoutables. Femme forte, femme qui a eu une enfance très difficile, une femme qui aime l'humanité, qui aime l'être humain, qui reçoit sur son île de plus en plus régulièrement des marins perdus en mer, parfois à ses risques et périls. Elle va vraiment participer activement à aux aventures humaines de certains personnages, mais aussi aux mythes que l'on connaît, nous, de l'école, tels que notamment le Minotaure ou encore le fil d'Ariane. Donc on va découvrir un petit peu son rôle qu'elle a joué dans toute cette mythologie-là, mais en même temps on va découvrir sa vie qui est passionnante. Elle a traversé des choses épouvantables, elle s'en est toujours sortie, voilà. Donc je vous dis pas un petit peu en quoi elle consiste sa vie, parce que ce serait dommage. J'ai envie de vous laisser découvrir. Par contre, s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est absolument lire Circé de Madeline Miller, un livre profondément féministe, un livre poignant, un livre fort. J'ai adoré ma lecture, vraiment, c'est une de mes meilleures lectures de l'année 2020. Je vous le conseille énormément. Ça se lit super bien, malgré ses 600 ou quelques pages, hein. Il est excessivement facile à lire. Voilà, c'est un roman d'aventure. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? En plus, on peut apprendre un petit peu plus sur la mythologie à travers un personnage aussi fascinant que Circé. Donc n'hésitez pas à la découvrir grâce à la plume de Madeline Miller, qui a vraiment ici signé un super bon roman, quoi. On va continuer avec une deuxième lecture. Celle-ci, je l'ai catégorisée dans la rubrique Esprit es-tu là? Il fallait lire un roman classique, hein, entre autres. J'ai choisi Zola, avec la curée. La plume d'Émile Zola, comment vous dire, une des plus belles plumes françaises. Ici, Émile Zola réussit le pari de placer en fait la capitale française, Paris, au cœur de son roman. Paris sous Napoléon III, Paris en proie à de profondes mutations, les bâtiments haussmanniens qui sont en train d'être construits, tout le domaine bancaire qui est vraiment très florissant. Il est possible de faire carrière, il est possible de faire fortune dans le Paris actuel. Et la population parisienne a beaucoup de choses à faire, hein, puisqu'ils font la fête, ils boivent, ils dansent, etc. Ils s'amusent. Ils pensent aussi à comment placer leur argent, comment trouver la meilleure dot pour leur fille. Voilà, donc beaucoup de préoccupations des Parisiens de l'époque. Mais on a aussi ici, grâce à Zola, une histoire d'amour entre René et comment il s'appelle, Maxime, une histoire quasiment incestueuse, on peut dire incestueuse, au sein de leur maison qu'ils partagent, mais ils partagent plus que leur maison du coup, hein, et on a vraiment cette très belle histoire d'amour sur ce fond
parisien, avec ses jardins, avec ses... Voilà. Donc on a vraiment un florilège un petit peu de tout ce que peut nous présenter Zola dans un roman. C'est un bouquet, c'est extraordinaire. Cette histoire d'amour se termine très très mal entre Maxime et René, malheureusement, mais c'est aussi ce qui m'a donné beaucoup d'émotions dans ce roman, parce que sinon j'avais peur d'en manquer un petit peu à cause de ces histoires de gros sous dont il est question dans une bonne partie de cette histoire d'Émile Zola. On va continuer tout de suite avec un autre roman dans la catégorie Les rêves d'aurore. Il fallait lire un livre LGBT et un roman aussi avec une dimension féministe. J'ai donc choisi La joueuse de Benoît Philippon, qui est un roman contemporain qui se passe dans l'univers du poker. Ici, on est dans un roman d'aventure, une enquête aussi, et il va s'agir d'une histoire de vengeance. Alors, je vous explique un petit peu. On a 2 joueurs professionnels de poker. D'une part, Zach, qui est un garçon qui est vraiment extrêmement doué, qui a beaucoup de talent, qui est très très bon en bluff, etc., qui va rencontrer Maxine, une jeune femme, aussi joueuse professionnelle. Ils vont très vite devenir donc rivaux autour d'une table, mais des sentiments vont naître aussi entre eux, qui vont mettre un certain temps à se mettre en place, ce qui rend le livre d'autant plus intéressant. Et Maxine va très rapidement convaincre Zach de mener une vengeance personnelle, qu'elle désire en fait suivre pour elle-même, pour avancer dans la vie. Et lorsque vous allez découvrir de quoi il s'agit, vous risquez d'être vraiment surpris. Ce motif en fait de vengeance et donne une véritable profondeur à ce roman. Parce qu'au-delà de ça, on est quand même dans une lecture assez divertissante, assez distrayante. On est dans l'univers du poker, certes, on apprend des choses sur le poker, sur l'envers du décor, sur le dessous des cartes, mais grâce à cette dimension, à cette vengeance, ce livre prend vraiment une autre dimension. En plus de ça, certaines thématiques très intéressantes y sont abordées, comme par exemple la discrimination, comme par exemple l'amitié. J'ai souvenir, voilà, l'amitié, l'amour, ce sont vraiment des thématiques fortes dans ce roman, divertissant, dans l'univers du poker. Si vous aimez le poker, ça peut aider, hein. En tout cas, moi j'ai beaucoup savouré cette lecture. C'est aux éditions Equinox Les Arènes, je crois pas l'avoir mentionné. Et ouais, moi je vous recommande la lecture de ce roman très très agréable. Une belle plume, hein, Benoît Philippon aussi. Il a écrit aussi Mamie Lugère, qui avait été un vrai succès littéraire. Le Pumpkin Autumn Challenge a continué pour moi avec une excellente lecture. Il s'agit du mystère Jérôme Bosch par Peter Dempf. Ça, pareil, je l'ai bouffé. Je l'ai littéralement bouffé ce roman. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Il s'agit d'un thriller historique, ésotérique. On est quelque part entre Da Vinci Code de Dan Brown et un pendule de Foucault de Umberto Eco. Donc on est vraiment dans de l'ésotérique, sauf que là on va naviguer autour d'un tableau. L'avantage, si vous l'achetez en grand format, parce qu'il existe en poche aussi, mais en grand format vous avez en fait des extraits de ce tableau, de ce triptyque en fait de Jérôme Bosch, qui s'appelle le Jardin des délices, dont il va vraiment s'agir ici. Alors on est à notre époque, en Espagne, au musée du Prado, un prêtre complètement fou, complètement dérangé, va saccager le tableau avec du vitriol à certains endroits stratégiques. Il pense que le tableau menace l'intégrité de l'église et il va donc s'attaquer assez violemment à ce tableau. Il est donc enfermé dans je crois que c'est un asile. Et le restaurateur de tableaux qui s'appelle Michael Caine, je crois, Michael Caille, pardon, qui arrive sur place, qui est dépêché en fait pour essayer de sauver le tableau puisqu'il est restaurateur. Il va commencer déjà par interroger ce prêtre et la conversation dont il va suivre va lui révéler des choses très très intéressantes sur les motivations de ce prêtre. Michael Cailleux va donc se pencher sur le tableau sur lequel il va effectivement découvrir des symboles cachés. Il est question, je vous dirai pas de quoi. Et très rapidement, au bout d'une trentaine de pages, on est parachuté en arrière en 1510 avec Petronius Oris, un jeune peintre prodige qui se fait embaucher par Jérôme Bosch dans son atelier, qui va donc devenir apprenti de Jérôme Bosch et qui va très vite
tomber dans des aventures extraordinaires au péril de sa vie, puisque Jérôme Bosch commence à être un petit peu dans le collimateur de l'Inquisition, et il commence à être un petit peu menacé. Et il est question d'un tableau qui s'appellera Le Jardin des Délices. J'ai adoré cette œuvre, vraiment. Ça se lit super bien, ça va à 100 à l'heure, il y a du sang. On est dans la catégorie thriller, mais voilà, je pense que c'est un livre qui est tout à fait abordable pour tout style de lectorat, en fait. On n'a pas besoin d'être un lecteur de thriller aguerri pour apprécier le mystère Jérôme Bosch, parce qu'il y a ce véritable côté ésotérique. Vous allez en apprendre énormément sur le tableau. Vous allez vous rendre compte à quel point ce tableau est extraordinaire, tant la symbolique, le choix des couleurs, des formes, des personnages, des créatures qui figurent sur ce tableau. Vous vous dites, mais comment en 1510 un tel tableau a pu naître? Comment il a pu survivre à toutes ces époques, rester intact et Dieu merci nous arriver aujourd'hui, sachant que ce tableau est véritablement une hérésie, quoi. C'est une hérésie. Donc vraiment, lisez le mystère Jérôme Bosch pour en apprendre un petit peu plus sur ce tableau. Vous allez vraiment en ressortir grandi et surtout, vous allez passer un excellent moment avec ce livre. Dans la catégorie Windows to the Past, où il fallait lire un livre de fantasy, j'ai choisi un livre qui me tenait particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit du premier roman de Lorraine Bellès, paru aux éditions des Trois Nornes, une maison d'édition qu'elle a elle-même créée, mise sur pied en 2020, qui s'appelle La Gardienne du Chardon. Le tome 1 s'appelle Les Voix de l'Oporum, c'est donc celui-là dont je vais vous parler. Cette maison d'édition, elle est 100% française, donc c'est-à-dire que les auteurs que Lorraine va accueillir dans cette maison d'édition seront français, les illustrateurs le seront tout autant, comme ici on a Gustave Auguste qui lui a préparé cette couverture splendide, on peut vraiment lui rendre hommage car la couverture est incroyable. Et cette maison d'édition, en tout cas, a l'air de pondre des romans d'une belle qualité, parce que non seulement La Gardienne du Chardon a été plutôt une bonne lecture pour moi, mais en plus la prise en main est très agréable. Je savais que c'était écrit tout petit, etc. Mais je trouve que la mise en page, la tenue en main sont super agréables, et ça a vraiment été une plus-value à ma lecture. Maintenant, je vais venir un petit peu plus rentrer dans ce roman. On est en 1887 dans Londinium, qui est un Londres imaginaire, un Londres steampunk, où il y a donc des automates, en fait, des machines. Mais on est aussi avec de la fantasy, puisque je l'ai catégorisé dans la rubrique fantasy, SFFF. Je lis très peu de romans steampunk, c'est pas trop ma came d'habitude, donc là j'entrais avec un petit peu d'appréhension dans ce roman. Mais dans ce livre qui allie personnages réels comme la reine Victoria, puisqu'on est dans son château, on est dans son palais, et des personnages fictifs, comme les personnages qui ont été créés ici, sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard, Lorraine Bellès a réussi quand même à composer un univers extrêmement cohérent, et un univers que je me suis très bien figuré, sans aucune difficulté. Pourtant, le steampunk, j'ai vraiment du mal d'habitude. Donc un grand bravo à Lorraine pour ça. Elle a créé un univers qui tient debout, avec cette histoire de palais suspendu, puisque le palais de la reine Victoria, depuis quelques années en arrière, commence à s'élever, on ne sait pas trop pourquoi, dans le ciel, et des créatures imaginaires qui sont pas forcément les plus simples à se représenter, mais que j'ai quand même réussi à me représenter grâce au talent de l'imaginaire de Lorraine Bellès. Rappelons-le, Lorraine est une booktubeuse à l'origine. Elle a une chaîne qui existe depuis un moment déjà, qui s'appelle Les mots de l'imaginaire, dont je ne loupe pas une seule vidéo. J'adore ce qu'elle fait, elle parle très bien de la fantaisie. Et du coup, voilà, donc elle a un talent incroyable pour créer des univers. J'ai beaucoup apprécié aussi la psychologie des personnages. Les personnages, rappelons-le, ici on a affaire à Isobel Galloway, qui enquête et qui essaye de se protéger dans ce palais suspendu de la reine Victoria, où règne complot, meurtre, etc. Elle enquête en fait sur la disparition de sa sœur qui se serait suicidée. Donc ça, sa sœur n'y croit pas du tout. Elle pense que Blair ne s'est pas suicidé, elle pense qu'il s'agit d'un complot et surtout d'un meurtre prémédité.
Donc on a des personnages qui sont très très forts, que ce soit la famille de Isobel, que ce soit Isobel en elle-même, ou tous les personnages masculins qui naviguent autour d'elle. On a vraiment des personnages qui ont une certaine noirceur en eux. On est quand même dans un univers fantasy, mais sombre, avec beaucoup des personnages qui sont torturés. L'héroïne principale, Isobel, la première, elle a ses propres démons à combattre, hein. Et vraiment, il va y avoir du sang, il va y avoir de la prise de drogue, il va être question de dépression. On est vraiment dans quelque chose d'assez poignant, d'assez fort. Donc je ne conseillerais pas ce livre à des néophytes en fantasy ou des personnes qui n'ont jamais lu de fantasy, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'assez dark, quoi. En revanche, il y a un point qui a pêché pour moi au niveau de l'histoire, que j'ai trouvé aussi assez intéressante et qui m'a posé des difficultés, c'est vraiment le style d'écriture. C'est-à-dire que, au-delà du fait que l'écriture de Lauren Belles est très belle, on est au top niveau, très belle écriture, mais moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal avec le style parce que je le trouve trop lourd, trop dense et il est un petit peu compliqué à appréhender. Et c'est pour ça que je ne mettrai pas ce livre entre toutes les mains. C'est pas un livre pour commencer la fantaisie parce que le style de l'autrice est très difficile à appréhender, en tout cas de mon point de vue. Il y a eu de nombreux moments où j'ai dû revenir sur des passages, sur des paragraphes ou sur des phrases, tout simplement parce que je ne comprenais pas ce qui se passe, je n'arrivais pas à me figurer des scènes. Et c'est très frustrant parce que j'ai bien réussi à me figurer le gros de l'histoire, mais je suis passée à côté de nombreux détails à cause de cette écriture qui dessert un petit peu les propos. Pourquoi? Parce que à force de vouloir faire une surenchère dans les phrases, dans la longueur, dans la complexité des phrases et de la représentation de la scène, en fait, je ne savais plus où me mettre. Je le dis directement et c'est absolument pas une critique, mais peut-être ça peut être constructif de dire voilà, en tant qu'auteur, il faut aussi se placer du point de vue du lecteur, c'est-à-dire se dire voilà, est-ce que mon lecteur va comprendre ici de quoi je parle? Je le situe là et il va visualiser la scène de telle manière. Et à un moment donné, j'étais comme dans Matrix où je savais plus dans l'espace où je devais me placer parce qu'il y avait un coup de poignard qui arrivait par là, voilà. Je comprenais pas en fait. Alors que les scènes d'action, certaines scènes en tout cas, doivent se dérouler de manière assez fluide, assez expéditive pour que le lecteur reste sur sa faim, pour qu'il ait des palpitations et pour qu'il se dise waouh, là il s'est passé quelque chose, j'en suis témoin et j'ai vu la scène avec mes yeux. Il faut vraiment beaucoup de relecture et de réécriture pour arriver voilà, à décrire une scène de manière compréhensible par tout le monde. Et pour moi, en tout cas, je suis passée à côté de certains détails. Donc j'attends avec impatience le tome 2, vraiment, mais je pense qu'avant la lecture du tome 2, je vais devoir reprendre un petit peu cette gardienne du chardon, ces voix de l'oporum, parce que je vais devoir me remémorer certains moments, certains détails qui vont me manquer, à mon avis, pour la compréhension du tome 2, quoi. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais en tout cas, ça reste quand même une bonne lecture. C'est dommage que j'ai passé autant de temps et ça a été vraiment une lecture laborieuse parce que ça aurait vraiment pu être un de mes meilleurs, une de mes meilleures lectures de l'année, quoi. On va continuer avec la dernière catégorie, Nausicaa de la vallée du vent, dans laquelle j'ai choisi un livre qui parle un petit peu d'écologie, hein, de cette bonne vieille terre qu'on est en train de surexploiter. Et ici, N.K. Jemisin, autrice noire américaine qui écrit de la fantasy, s'y est aussi intéressée de très près et elle a donné avec sa vision des choses, de la politique et de ce qu'on est en train de faire de notre terre et qui a pondu la 5e saison. Et j'ai envie de vous dire là, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. J'ai hâte de lire la suite, c'est une trilogie, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Les 3 romans ont reçu le prix Hugo, ce qui est extrêmement rare. En plus, c'est extrêmement rare que ce soit une autrice de fantasy qui reçoive tous ces prix. Alors, grande fierté, big up à N.K. Jemisin. On est aussi beaucoup avec des femmes, puisque c'est un roman choral où 3 femmes vont parler à tour de rôle. On va donc découvrir un petit peu ce qui leur arrive. Alors revenons un petit peu au contexte du roman. Les 4 saisons sur Terre se passent désormais relativement bien, mais à force que l'on ait tiré un petit peu trop sur la corde, la Terre, pendant la 5e saison, se fracture. Il y a donc des cataclysmes puissance 1000, hein, rien à voir avec ce qui se passe actuellement,
qui se passe sur Terre. Donc il y a de la tectonique des plaques, il y a des séismes extraordinaires, les volcans en éruption, des tornades, des sécheresses et surtout aussi des hivers très longs et avec des nuits éternelles. Une petite partie de l'humanité a survécu à tous ces cataclysmes et réussit tant bien que mal à survivre à ces périodes, à cette 5e saison. Parmi la population, il y a aussi ce qu'on appelle les orogènes, qui sont des personnages dotés de pouvoirs surnaturels, ceux de pouvoir travailler, en fait, modeler un petit peu les éléments. Donc ils peuvent par exemple calmer des tempêtes. Voilà. Donc ça, c'est des pouvoirs extrêmement forts. Mais au lieu d'être adulés, au lieu d'être remerciés par le reste de l'humanité, eh bien ils sont discriminés, ils sont placés dans des sortes de camps pour justement être au service de l'humanité, mais tout en restant un petit peu sous contrôle. N.K. Jemisin pointe du doigt beaucoup de problèmes contemporains, comme par exemple ceux de la discrimination, les problèmes de racisme, hein, tout simplement. Et au travers du prisme de ces 3 femmes, elle va montrer les différents aspects, les différentes facettes que d'être justement dans ce cas de figure, que d'être une orogène, puisque notamment l'une d'entre elles, dont j'ai oublié le prénom, son mari, lorsqu'il découvre que les enfants sont orogènes, va va tuer un des enfants, va le massacrer, et s'enfuit avec le deuxième. Donc du coup, sa mère, qui est une orogène, va suivre les traces de son enfant, va partir à sa recherche, et toute sa quête va vraiment tourner autour de cela. Donc moi j'ai trouvé ce roman extrêmement fort, extrêmement politique, extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il ne ressemble en rien à ce que j'ai pu lire en matière de fantasy, de science-fiction. On est vraiment dans quelque chose de différent. Je pense que c'est un roman qui est à mettre entre toutes les mains, il devrait être étudié à l'école, tellement il est intéressant d'un point de vue des thématiques qui sont abordées. Il y a des messages très forts, des messages écologiques, des messages politiques, des messages féministes. Donc, puisqu'ici toutes les protagonistes sont des femmes, hein, il y a des personnages masculins, mais ils sont pas du tout au cœur de l'action. Hein. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, j'ai hâte de lire la suite. Ça fait partie de mes challenges de 2021, de finir cette saga et vraiment de vous en parler dans peut-être une vidéo dédiée. J'espère que je vais pouvoir continuer sur une très très bonne impression comme j'ai eu avec ce tome 1. Et ben voilà, c'en est tout de ce point lecture pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. C'est toujours un plaisir de vous parler des lectures que j'ai eues. Si on peut retenir 3, hein, sincèrement, hein, je vous conseille vraiment la 5e saison, hein, les livres de la Terre fracturée. Le livre de Peter Dempf, Le mystère Jérôme Bosch, à offrir, à donner, à mettre dans les boîtes aux livres, vraiment à faire connaître du plus grand nombre parce que c'est vraiment un très très bon moment et c'est très instructif. Et enfin, Circé par Madeline Miller, aussi une très très belle lecture, toujours qui met en avant les femmes. Il y a des cycles comme ça dans mes lectures, hein, que voulez-vous. Parfois j'ai des lectures qui mettent beaucoup en avant certaines thématiques où voilà, c'est le pur hasard, mais en tout cas très très contente d'avoir découvert Madeline Miller. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Livre et Sac à dos, où je vous fais partager un petit peu mes lectures en cours, notamment ces deux-là. Et je vous invite aussi à commenter sous cette vidéo pour me dire si vous avez lu certains de ces livres, si la lecture de certains de ces livres vous tente. Je me ferai une joie aussi de vous en parler. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui, je pense, sera un book haul. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.